commence la partie de l'électricité. Alors, donc, on va donner quelques rappels. Alors, supposons que, voilà, ça c'est un conducteur. Alors, tout simplement, dans ce conducteur, donc, on dit que ce conducteur-là, c'est-à-dire, c'est-à-dire dans ce conducteur-là, donc il n'y a pas de DDP, c'est-à-dire il n'y a pas une tension entre les bornes, etc. Pour essayer d'expliquer ça. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que les électrons, normalement, de conduction sont animés de mouvements d'agitation thermique indépendants les uns des autres, c'est-à-dire tout simplement, uniquement, c'est l'agitation thermique qui infecte ces électrons-là, c'est-à-dire pas de DDP. Alors, ici, si par exemple on applique un DDP, c'est-à-dire quoi? Donc j'applique une tension sur ce conducteur-là. Qu'est-ce qu'on constate? C'est-à-dire qu'il y a apparition d'un champ électrique. Vous savez bien qu'il y a les électrons sont chargés, comme les électrons sont chargés, donc il y a apparition d'un champ électrique. Alors, apparition d'un champ électrique, donc automatiquement il y a une force électrique. C'est quoi la force? La force, tout simplement, elle est proportionnelle au champ. C'est-à-dire qu'il est donc qui est égal à Q fois E, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que tous ces électrons sont collinéaires, donc ils subissent l'action de cette force-là. Donc, il y a déplacement collectif de ces électrons, donc on parle donc de la création d'un courant électrique. Donc, on peut dire qu'il y a un courant électrique. Donc, bien sûr, ça veut dire il y a la première chose, on définit la charge, qui ça veut dire la charge électrique, c'est Q, c'est tout simplement I, c'est l'intensité multipliée par, bien sûr, par le temps. Alors, donc ça, l'unité, c'est quoi? C'est un coulomb de cette charge, et pour I, c'est-à-dire l'intensité, c'est ampère, et bien sûr, T, c'est en secondes. Et également, on peut définir dans ce cas-là, comme il y a un champ, donc également, il y a une force, donc il y a un travail. Donc, tout simplement, d'une manière générale, le travail dans une portion de bord de conducteur A et B, c'est tout simplement c'est la force fois le déplacement. Avec ici, bien sûr, la force, on a déjà parlé. Alors, si je remplace ici, donc tout simplement, ça, c'est la définition. C'est tout simplement, ça, c'est le champ fois le déplacement, tout simplement, c'est la tension entre les bornes A et B. Donc, tout simplement, je déduis que le travail, c'est tout simplement, il est proportionnel à sa DDP. C'est-à-dire, la différence de potentiel existe. Et si je prends le cas, par exemple, si je prends par exemple le cas ici d'un électron qui se déplace, tout simplement la charge, c'est quoi? C'est de l'électron qu'on peut calculer tout simplement, on peut l'exprimer, notons toujours bien sûr sur le travail, si on joule, qu'on peut s'exprimer comme ça, donc sans problème. Alors, donc la même chose, donc si je continue, c'est-à-dire pour la suite, c'est-à-dire maintenant, on va définir des grandeurs qui sont très, très intéressantes. Et parmi ces grandeurs, donc on peut parler bien sûr de loi d'Ohm. Alors, comme il y a un conducteur, donc il y a encore des résistances à l'intérieur, il y a de loi d'Ohm. C'est quoi ça veut dire la loi d'Ohm? La loi d'Ohm, il exprime la tension en fonction de l'intensité. Donc, ça, c'est l'intensité I, c'est l'intensité I, ça. Donc, comme les proportions certains R, c'est ce qu'on appelle la résistance dans un conducteur tenu. Alors, prenons par exemple, on va parler de la loi du Joule. C'est quoi la loi du Joule? Tout simplement, le passage du courant dans un conducteur produit de la chaleur. Automatiquement, comme vous avez le cas des ampoules, qu'on peut parler ça dans le cas des applications, c'est quoi? Alors, d'une manière générale, lorsqu'on parle qu'il y a de la chaleur, donc c'est un travail. Donc, c'est quoi le travail? Comme j'ai dit, c'est la charge multiplie bien sûr cette tension-là. Alors, c'est quoi cette tension? On peut à partir ici, donc tout simplement, c'est quoi? C'est R fois I, on remplace ici, et également la charge, c'est-à-dire la charge, c'est quoi? I fois T. Donc, on obtient cette relation-là qui est très intéressante pour déterminer tout simplement, on constate que ce travail-là, il est proportionnel à l'intensité au carré qui traverse un conducteur quelconque. Tout simplement, le travail, c'est en joule, ça c'est la tension, c'est en volts, ici en ampère, c'est on perd l'intensité. Et bien sûr, R, c'est en ohm et T, c'est en secondes. Donc, comme application, comme j'ai dit, par exemple, vous avez des fusibles, lorsque vous avez des ampoules, lorsqu'il y a un courant, donc automatiquement, il y a des visibles qui va tout simplement dégager de la chaleur, etc., sans problème.
Alors, pour la résistance électrique, donc d'une manière, c'est quoi? Comme j'ai dit ici, donc voilà la relation. Donc R, c'est la tension, toujours, c'est l'intensité. Et l'unité, ça c'est en ohm, ça c'est en volts, et bien sûr, ici en ampères. On peut également parler dans le cas pour les conducteurs d'une manière homogène. Donc R, la résistance est exprimée en fonction, c'est quoi? Rho fois L divisé par S. Rho, c'est quoi? C'est la résistivité. Ça, c'est L, c'est la longueur. Et ça, bien sûr, c'est la section en c'est une section constante, c'est une surface. Attention, donc ça c'est une surface. D'une manière, ça c'est un mètre cube, ça c'est en mètre, ça c'est en ohm, la résistivité en mètre, et R bien sûr c'est en ohm. Alors on constate qu'il y a, ça dépend des matériaux. Donc il y a trois possibilités. Il y a les matériaux peuvent être des conducteurs, ou bien des isolants, ou bien des semi-conducteurs. Donc d'accord, donc ça ce qui est très intéressant. Alors, pour cette raison, dans ce cas-là, vous avez constaté pour les conducteurs, c'est presque très petit, c'est 10 à la puissance, c'est proportionnel à 10 à la puissance moins 6. Par contre, pour les isolants, entre 10 à la puissance 8 et 10 à la puissance 14, donc c'est très grand. Par contre, pour les semi-conducteurs, donc c'est à peu près, donc d'une manière générale, donc c'est entre 10 à la puissance moins 3 et 10 à, donc c'est à peu près, donc il est très petit qu'on peut parler ça, c'est 10 à la puissance moins 3 et un nombre à peu près, donc il est encore donc très petit qu'on peut, comme j'ai dit, parler de ça. Ça c'est encore très intéressant. Alors, également maintenant, on va parler maintenant le cas des résistances, c'est-à-dire les résistances. Alors, on prend les situations possibles. Dans le cas où vous avez par exemple des résistances, on prend les différentes situations. Prenons le cas pour, dans le cas on utilise ce normal association, pardon, je parle de l'association des résistances dans le cas dans des appareils de mesure. Si par exemple vous avez des résistances qui sont en série, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire en série? Ils sont traversés par le même courant. Donc le même courant qui va traverser, le même qui va passer comme ça, donc sans problème. Alors on peut parler de la résistance équivalente. Alors tout simplement c'est quoi? C'est la somme de ces résistances, c'est-à-dire quoi? La résistance équivalente, c'est-à-dire tout simplement on construit un circuit qui est équivalent à ça. Donc pour dire que cette résistance équivalente c'est quoi? C'est tout simplement c'est R1 plus R2 plus R3. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Alors dans le cas pour les résistances qui sont en parallèle, alors ça veut dire en parallèle, attention, les courants sont différents, c'est-à-dire R1, ils vont traverser par courant I1, R2, ils vont traverser par un courant I2, R3, etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Hein, les courants qui vont traverser de telle manière que, parce qu'ils sont parallèles, donc ils ne sont pas une résistance équivalente, tout simplement, c'est quoi? C'est 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. Donc, c'est ça la définition qu'on peut parler de ça, ce qui est très intéressant. Et on va donner quelques exemples comme ça pour essayer de comprendre très bien. Prenons par exemple le cas d'un diviseur de tension, c'est ce qu'on appelle le potentiomètre. Tout simplement, donc voilà où ça c'est un circuit où il y a deux résistances R1 et R2, d'accord? Donc ça c'est entre A et B, il y a la résistance R1 et entre B et C, il y a la résistance R2, d'accord? Ça c'est la tension entre A et B, on peut savoir, on peut déterminer cette tension-là. Donc ce qui est très intéressant ici, on va essayer de faire des applications sur ce circuit-là. On va appliquer la loi de Maille et la loi de Kirchhoff. On va expliquer par la suite ce que ça veut dire, mais quand même, on va essayer de l'appliquer. C'est quoi tout simplement la loi de Maille? C'est-à-dire tout simplement la tension ici est égale à tout simplement E, qui sort, est égal à R1 fois le courant qui traverse, ici et 1, plus R2 fois I, c'est le même courant qui va traverser. Et on peut également appliquer la loi, c'est ça qu'on peut l'appliquer, c'est-à-dire tout simplement la tension entre A et B, c'est tout simplement R1 fois le courant qui traverse, qu'on appelle I. Voilà, le même courant parce qu'il qui traverse ici. Alors, pour encore euh, être un peu plus correct, pour donner le maximum des explications, d'accord? On va donner ici les détails. Alors, dans cet exemple qu'on a signalé, alors prenons par exemple la tension entre A et B. C'est quoi? R1 fois I. Alors, et là, ça c'est tout simplement, et bien sûr, comme j'ai dit, la loi d'Emaille, qu'est-ce qu'il me dit? Que E est égal à R1 plus R2 fois le courant. Et ça,
la loi des mailles qu'on peut l'appliquer. Alors maintenant, je peux déduire I, le courant I, c'est quoi? C'est E sur R1 plus E. Et bien sûr, je remplace I maintenant ici, et je déduis facilement, voilà, cette relation-là qui est très intéressante, que la tension, c'est R1 sur R1, 1, 2 plus. Et voilà, je l'exprime. Donc, la tension, oh bon, ça, c'est un diviseur de tension, comme j'ai dit. Donc, je peux mesurer uniquement la tension entre A et B. D'accord? Donc, voilà, est égal à cette expression qui est très intéressante. Alors, pour le deuxième, c'est-à-dire encore, si je reviens pour le deuxième circuit là, par exemple, prenons toujours le même problème. Ça, c'est encore c'est un diviseur de courant. Donc, voilà maintenant le courant qui arrive, qu'il va se diviser en deux. Ça, il est R1, il va traverser en R1, et ça, c'est R2. Donc, attention, je dis que ici, les résistances sont en parallèle. Hein? Donc, voilà le courant qui se divise, etc. Donc, tout simplement que j'ai dit que ici, d'après la loi de Kirchhoff, alors le courant qui entre I est égal à la somme des courants qui sortent. C'est-à-dire I est égal à I1 plus I2. Voilà. Donc, d'après, j'applique ça. Et également, c'est quoi la résistance équivalente du circuit? Comme j'ai dit, d'après ce qu'on applique ici. Donc, 1 sur la résistance équivalente, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, on a déjà appliqué ça. Donc, on peut facilement, ici, bien sûr, d'expliquer ça. Comme ça, c'est très bien. Alors, retournons ici, comme j'ai dit, dans cet exemple, voilà, le courant qui traverse ici, voilà, comme j'ai dit, voilà, il se divise. Donc, ça, c'est la loi de Kirchhoff, je l'applique ici. Donc, E1, donc il va traverser par E1 et également qui va sortir. Alors, ce qui est très intéressant, ce qu'il faut remarquer, et on peut faire donc donc on fait la projection ici. Ça, c'est la résistance équivalente de ce circuit-là. Alors, quelle est la résistance équivalente de ce circuit-là? Ça, c'est ce qu'on est en train de chercher. Alors, donc, c'est quoi la première chose? Il faut noter les choses suivantes qui sont. Alors, la tension entre A et B, c'est quoi? Il y a tout simplement entre A et B, si la résistance équivalente multiplie fois le courant, parce que le même courant maintenant qui traverse ici, donc vous avez le même courant qui va traverser ici, donc sans problème, A, donc c'est I, donc voilà la formule qu'on peut signaler ici. Également, on peut dire qu'entre A et B, c'est quoi? C'est I R1 fois I1, parce que la tension ici, R1, c'est parce que les mêmes ici, la tension, hein? AB, c'est R1 et A, la même chose ici. AB encore, c'est R2 fois I2. Toujours, donc, on a le droit d'appliquer ça. Donc, on a le droit d'appliquer ça encore. Donc, ça, c'est ce qui est très intéressant. Et maintenant, j'applique la loi de Kirchhoff. Qu'est-ce qu'il donne la loi de Kirchhoff? Qui I est égal à I1 plus I2. Et en même temps, je sais que les résistances R1 sont en parallèle. Comme ils sont en parallèle, donc 1 sur R1, R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et donc, automatiquement, je peux déduire facilement que ici, je multiplie, je divise. Donc, R équivalente est R1 fois R2 divisé par R1 plus. Alors, une fois ça, donc je reviens ici pour la tension ici. C'est 1 sur R équivalente. Donc, je remplace ici cette expression-là de R équivalente, je remplace et j'obtiens donc cette expression-là. Et comme encore la tension entre A et B est égale à R1, donc j'ai le droit d'introduire également cette expression. Et bien sûr, qu'est-ce que je déduis? I1, c'est quoi I1? C'est tout simplement, c'est R1 va se simplifier avec R1, il me reste tout simplement R2. Donc voilà l'expression qu'on s'intéresse à quand vous avez une division de tension. Donc c'est facile d'obtenir donc cette relation-là qui est très intéressante, qu'on peut facilement de l'étudier donc sans problème. Alors, retournons encore toujours dans ce circuit-là qu'on peut le traiter facilement. Donc, ce que vous avez constaté, ça c'est encore, ça c'est. Donc, c'est encore, ça c'est très intéressant, qu'on peut l'étudier donc sans problème. Alors maintenant, passons à la loi d'Ohm généralisée. Alors, tout simplement, dans cette loi généralisée, donc on va constater qu'il y a générateur et récepteur. Donc, c'est quoi un générateur? Hein? Alors, c'est quoi tout simplement ce générateur-là? Tout simplement, c'est un système qui fournit de l'énergie électrique. Donc, voilà un générateur. Donc, il est constitué, bien sûr, par donc, cette tension-là avec une résistance interne. Et bien sûr, dans ce cas-là, c'est quoi la tension délivrer? Donc, c'est ça l'expression, tout simplement. U, c'est la tension moins R fois I. Donc, tout simplement,
comme j'ai dit, il dépend de l'intensité de courant délivré. C'est ce qui est très intéressant. Et la puissance fournie, toujours, il faut faire attention, ça c'est la puissance fournie. Si I fois I, toujours, et je remplace dans cette expression. Donc voilà, notons bien, donc c'est la puissance, c'est en watts également les autres. Alors pour un récepteur, c'est quoi? Tout simplement, il transforme d'une énergie électrique en une autre énergie que thermique, bien sûr, c'est-à-dire il peut être mécanique, il peut être chimique, il peut être d'autres choses, d'accord? Donc, pour cette raison, donc, la tension en borne encore dans le cas d'un récepteur qui est constitué, bien sûr, par si, c'est bien sûr ces appareils-là. Alors, donc, la tension au bord, tout simplement, qu'on note E', c'est tout simplement I' qui est là, plus R', d'accord? Donc, c'est une force électromotrice, bien sûr, c'est une résistance interne R'. Et la puissance consommée dans ce cas-là, il est fourni, d'accord? Et ici, il est consommé. Donc, il est consommé, donc voilà, est égal à cette expression qu'on peut noter, donc, sans problème. Donc, c'est une façon pour ici. Alors maintenant, pour la loi d'Ohm en régime continu, alors on constate pour la loi en régime continu, pour le cas d'une résistance pure, donc voilà d'une manière générale, donc voilà, comme je dis, U est égal à RI, donc voilà, c'est-à-dire que par la suite, on distingue les lois d'Ohm d'une manière générale. Alors, dans le cas pour générateur, bien sûr, ou une source d'énergie, on va constater le cas d'un générateur de tension indépendante et on va également parler d'un générateur de courant indépendant. Alors, on va, dans ce cas-là, pour la tension, on va distinguer le cas parfait et le cas réel. Alors, le cas parfait, tout simplement, la DDP, bien sûr, à ses bornes, est indépendante du courant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de R interne, donc, comme ici. Donc, voilà la forme d'après ce circuit-là. C'est ça qu'on va essayer à s'intéresser à cette tension-là. Si je l'exprime en fonction de I, ce n'est que cette I0 qui fait le départ, donc c'est presque il est comme ça, il est constant, il est pareil. Par le contre, dans le cas réel, donc il possède bien sûr ici une résistance interne qu'on note RG. Et comme il y a une résistance, donc si je trace bien sûr la tension entre ces bords-là, si je trace donc je constate qu'il y a bien sûr, qui est incliné de cette manière-là en fonction de. Alors dans le cas pour le générateur de courant, il y a parfait et réel, tout simplement quand je trace dans ce cas-là, pour le cas, bien sûr, de courant, le générateur de courant d'exprimer comme ça. Donc, on constate des choses qui se déplacent encore dans ce sens-là. Pardon. Voilà, parce que donc, lorsqu'il possède un résistant interne, donc ça, vous avez constaté, donc c'est la même chose. Alors, également, on peut constater qu'il y a des générateurs dépendants, tout simplement. Hein. Donc, ce sont des générateurs, bien sûr, de tension ou de courant, à la fois. Mais bien sûr, tout simplement, ils circulent indépendants, etc. On peut l'exprimer ça. Il existe ces choses. Également, ce sont des générateurs qui interviennent dans le cas pour les composantes actives, comme les transistors. Donc, on peut trouver ces genres de générateurs dépendants. Alors, également, pour la loi d'Ohm, dans ce cas-là, c'est tout simplement I, c'est bien sûr RI, toujours c'est la résistance interne fois l'intensité moins I. Donc, voilà, dans ce circuit-là. Donc, c'est comme ça on peut exprimer cette situation-là qui est très intéressante. Pour la loi de Kirchhoff qu'on a dit parler, donc, si vous avez un circuit quelconque, donc vous avez on peut, dans ce circuit, d'une manière générale, comme j'ai dit, signaler. Donc, il existe des nœuds. Donc, c'est quoi un nœud? C'est un point de jonction d'au moins 3 branches hein, qui vont. Donc, si vous tous les circuits qu'on peut constater, toujours il y a au moins deux branches, au moins 3 branches qui apparaissent. Donc, c'est ce qu'on appelle nœud. Et la maille, c'est un contour tout simplement et constitué de plusieurs branches. Donc, c'est comme j'ai signalé avant, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle des branches. Hein. Alors, tout simplement, donc voilà. Et un nœud, comme l'exemple ici, par exemple, donc voilà, c'est un nœud. Il est constitué minimum par 3 branches. Donc voilà, c'est un nœud ici. Ça, pardon, ça voilà un autre nœud ici. Ça, c'est bien sûr, ça, c'est pas un nœud. Hein. Le nœud, il est là. Donc, alors, j'ai dit que d'après la loi du nœud, la somme de tous les courants qui entrent et qui sortent est égale à 0. Donc, c'est une formule algébrique. Pour cette raison, on dit que celle qui les intensités qui entrent est égale à les intensités qui sortent. Comme ici, par exemple, E3 est égal à E1 plus E2. Pour cette raison, on appelle, c'est la somme algébrique du courant en un nœud nul. La somme algébrique. Je précise, c'est la somme algébrique. Et la loi de Maille également, c'est la somme de toutes les intensités qui est égale à 0. C'est la même chose. Donc, la somme algébrique également, ce sont la somme algébrique. Lorsqu'il parcourt une maille fermée, toujours dans le même sens, donc on peut parler, bien sûr, de cette somme algébrique qui est
très intéressante, on peut bien sûr l'appeler facilement. Donc, et pour cette raison, donc, on peut bien sûr arrêter jusqu'ici pour la prochaine fois. Donc, on va essayer de continuer. Hein. Donc, ça, ce qui est encore très intéressant pour nous.